Cours extrait de Physique-Chimie première spécialité aux éditions Le Livre scolaire sur la structure des molécules organiques et la spectrométrie infrarouge hier. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une molécule organique? Il y a très longtemps, on désignait par molécule organique une molécule issue du vivant, issue du règne animal ou végétal. Mais les progrès se faisant, on s'est aperçu que la frontière entre le vivant et le non-vivant était loin d'être évidente, donc tout ça a été redéfini et maintenant on appelle molécule organique une molécule qui est basée sur un squelette carboné avec des atomes d'hydrogène essentiellement, mais il peut y avoir d'autres atomes comme l'oxygène, l'azote qui viennent compléter l'immense possibilité de formation de toutes ces molécules. Alors on a ici une molécule qui s'appelle la dopamine, dans lequel on reconnaît donc un squelette carboné qui forme un cycle. Et donc les atomes blancs ici, qui sont plus petits que les autres, sont les atomes d'hydrogène qui forment une liaison. Et on reconnaît en rouge ici l'atome d'oxygène et ici l'atome d'azote. Formule brute et semi-développée. Alors, pour représenter les molécules et pouvoir étudier toutes les réactions chimiques qu'elles peuvent faire, on va devoir les représenter et en fonction des problèmes, on va utiliser différents types de représentations. Alors le modèle moléculaire, c'est celui qu'on pourrait fabriquer avec des petites boules de plastique et les liaisons, ce qu'on peut faire aussi avec des logiciels. En gros, c'est la représentation 3D de la molécule avec des couleurs associées à chacun des atomes, donc carbone noir, hydrogène blanc, oxygène rouge, azote bleu, comme on avait vu tout à l'heure. Mais donc la formule brute qui est connue depuis très longtemps fait simplement le bilan du nombre et de la nature de chacun des atomes présents dans la molécule. Donc ici ça va faire C2, H6 puisqu'on a 6 atomes d'hydrogène blanc et O, un oxygène. La formule semi-développée est une formule dans laquelle on prend le modèle moléculaire, enfin, du moins il y a déjà une formule développée qu'on pourrait rajouter. Alors la formule développée de ceci, ça serait de remplacer ici chacun des modèles par, par le symbole atomique. Et donc ici on pourrait représenter la molécule comme ceci. Voilà. Alors l'avantage de cette représentation là, c'est que on voit clairement la géométrie, et puis ça évite d'utiliser les couleurs, mais on voit clairement la géométrie de la molécule. Par contre, il y a une chose qui n'apporte rien, c'est de dessiner les liaisons CH, parce que l'hydrogène étant monovalent, il ne fait qu'une seule liaison, c'est ce qu'on va voir ici. Eh bien, si on écrit CH3, il n'y a pas de doute, les hydrogènes sont rattachés au carbone sur lequel ils sont liés. Donc finalement, cette écriture développée n'est pas tellement intéressante, elle est très lourde à écrire et elle n'apporte pas plus d'informations qu'écrire une formule développée, où simplement on colle chacun des hydrogènes à son noyau, à l'atome sur lequel il est rattaché, et on note par contre toutes les autres liaisons qui vont nous permettre de détailler la structure très précise de la molécule. On peut voir, bien qu'elle ne soit pas au programme, mais on la rencontre parfois dans certains énoncés, la représentation topologique, parce que finalement, donc la représentation topologique, on dessinerait ça. Voilà comment est-ce qu'on représenterait cette molécule. Chaque extrémité d'un segment sur lequel on n'écrit rien du tout est un carbone, et on sous-entend que chacun de ces carbones est entouré d'autant d'atomes d'hydrogène que nécessaire. Voilà donc comment on pourrait encore simplifier la représentation de la molécule. Quand les molécules deviennent très complexes, très grosses et avec beaucoup de fonctions, c'est ce qui est utilisé par les chimistes organiques qui permet d'avoir, on va dire, l'efficacité la plus grande, la façon la plus rapide d'écrire une molécule tout en ayant un maximum d'informations. Alors, revenons sur les liaisons covalentes qui peuvent être formées dans une molécule organique. Alors, bien sûr, c'est toujours pour respecter la règle de l'octet et du duet, mais ça a déjà été vu au chapitre précédent. Et donc, il faut savoir et retenir, parce qu'on l'utilise très très souvent, que l'atome de carbone est tétravalent, il forme 4 liaisons. L'atome d'hydrogène est monovalent, l'atome d'oxygène est divalent, il forme 2 liaisons. Alors ces deux liaisons pour l'oxygène peuvent être une double liaison,
Et si je représente ici les doublets non liants, voilà, c'est par exemple ce qu'on va trouver dans la molécule de dioxyde de carbone. Mais ça peut être aussi deux liaisons comme ici, comme cette partie-là, alors avec l'oxygène et l'hydrogène, par exemple dans H2O, eh bien il y a bien deux liaisons sur l'oxygène, mais par contre ces deux liaisons sont chacune des liaisons simples. Voilà, donc l'oxygène peut former une double liaison ou deux liaisons simples. Pareil pour le carbone, il peut former quatre liaisons simples comme ici. Il peut former deux liaisons doubles comme dans le dioxyde de carbone. Et il peut former dans par exemple ce corps-là une liaison double et deux liaisons simples. Mais la somme des liaisons fera toujours 4. C'est sa valence. Groupe caractéristique. Alors un groupe caractéristique, c'est un groupement d'atomes autres que carbone et hydrogène qui confèrent des propriétés chimiques particulières aux molécules. Les molécules qui ont le même groupe caractéristique font partie d'une même famille chimique. Alors on va pouvoir trouver par exemple le groupement hydroxyle, donc le groupe hydroxyle c'est le OH ici, qui va caractériser tout ce qui est alcool. La famille des aldéhydes est caractérisée par le groupe carbonyle, et le groupe carbonyle, en gros, c'est une double liaison, je le réécris ici, c'est une double liaison O. Alors si je représentais les doublets non liants, je ferais ça, mais on ne représente généralement pas les doublets non liants dans ces problématiques-là, sur un atome de carbone qui, lui, est ensuite relié à deux autres atomes. Alors quand le groupe carbonyle est en fin de chaîne, c'est-à-dire que ce qui est ici c'est un hydrogène, eh bien c'est un aldéhyde. Par contre, si on est au milieu d'une chaîne, c'est-à-dire qu'ici j'ai pas d'hydrogène mais j'ai d'autres carbones qui ont eux-mêmes leur liaison, voilà, dans ce cas j'aurai une cétone. Donc c'est la famille des cétones et le groupe est toujours carbonyle mais il est au milieu d'une chaîne. Dernier groupe, c'est le groupe carboxyle. Donc là, avec pas confondre, le X et le N changent tout. C'est quand on retrouve le CO ici, mais qu'il est enchaîné à un groupement hydroxyle. Alors attention, oui, j'aurais pas dû dire ça, puisque le OH qui est dans ce groupe-là, on ne peut pas dire que c'est un groupement hydroxyle. En fait, le groupe COOH dans son ensemble, c'est-à-dire tout ça, confère des propriétés particulières à la molécule qui fait qu'on va l'appeler un acide carboxylique, et tout ça, c'est le groupe carboxyle. Voilà. Donc, attention, un groupe carboxyle n'est pas un groupe carbonyle plus un groupe hydroxyle. L'aldéhyde et l'acétone ont tous les deux un groupe carbonyle, mais sont deux familles différentes et ça dépend de la position du groupe dans la chaîne carbonée. Voilà, donc des molécules peuvent être polyfonctionnelles, c'est-à-dire, si c'est le cas ici de l'acide citrique, on a un groupe hydroxyle, donc qui va lui donner les propriétés d'un alcool, et trois groupes carboxyles qui vont donner des propriétés acides qui vont être caractéristiques du caractère de l'acidité d'un citron. Voilà. Et on peut dire même d'ailleurs que c'est un triacide puisqu'il y a trois groupes carboxyles qui peuvent chacun caractériser une acidité. Mais ça sera étudié plus tard. Nommer les molécules. Alors, le nom des molécules répond à une nomenclature, une logique à connaître qui va former des noms un peu complexes, par exemple 4-éthyl 2-méthylhexane. Mais cette complexité va être très très utile car nommer la molécule va permettre de connaître sa structure et donc ses propriétés. Alors une molécule organique, on avait déjà dit tout à l'heure que c'était un enchaînement d'atomes de carbone, ça constitue ce qu'on appelle le squelette carboné. Et donc cette chaîne carbonée possédant uniquement des liaisons CC et CH est appelée un alcane. Donc l'alcane, c'est par exemple CH4, voilà, CH4, c'est la molécule la plus simple, c'est le méthane.
Alors méthane, c'est parce qu'il y a un atome de carbone, et donc le préfixe meth veut dire un atome de carbone, et le suffixe -ane, de alcane, veut dire que, en gros, il y a un atome de carbone, et on met tous les hydrogènes qui sont nécessaires pour remplir toutes les liaisons. Si maintenant il y a deux atomes de carbone, on va utiliser le préfixe -et, et une fois qu'on a mis les deux atomes de carbone, on met tous les hydrogènes qui sont nécessaires à l'établissement des liaisons. Et on a ici formé l'éthane. S'il y avait trois atomes de carbone, on continue, on ferait du propane. 4 atomes de carbone du butane, 5 atomes de carbone du pentane, 6 atomes de carbone de l'hexane, puis de l'heptane, de l'octane et du nonane. Ça, c'est pour une chaîne carbonée qu'on appelle linéaire, car elle forme une ligne en représentation topologique. En fait, voilà la représentation topologique d'une formule, d'une molécule très simple, qui serait alors s'il y a 1 carbone, 2 carbone, 3 carbone, 4, 5, 6 carbone, et c'est de l'hexane. Voilà, j'ai représenté de l'hexane en faisant cette petite représentation topologique. Mais par contre, la chaîne peut être ramifiée. Une chaîne ramifiée possède des ramifications, comme son nom l'indique, et ces ramifications vont être nommées par des groupes alkyles. Alors, alkyle, c'est qu'en fait, prenons par exemple celle qu'on avait tout à l'heure ici, j'ai une grande chaîne de 6 carbones, donc à la base, ça devrait s'appeler de l'hexane, c'est ce qu'on va retrouver ici à la fin du nom. Mais sur cette chaîne d'hexane, on va rattacher un groupe méthyle. Alors, c'est un groupe alkyle, on va retrouver un -yle. Et puis, comme on n'a qu'un seul carbone, on retrouve le meth qu'on avait tout à l'heure, donc méthyle. Sauf que ce groupe méthyle, groupe méthyle, c'est un méthane auquel il manque un atome d'hydrogène, donc il reste une liaison. Alors ce méthyle ici va se rattacher sur l'atome de carbone numéro 2 de l'hexane. Donc ça va être un 2-méthylhexane. Mais on rajoute également sur l'atome de carbone numéro 4 un groupe éthyle. Alors ét parce que 2 carbones c'était le préfixe ét. Donc éthyle parce que c'est un groupe alkyle qui se rattache sur une chaîne carbonée principale, et on nomme les groupes alkyles par ordre alphabétique et on les précède de leur numéro de position. Donc ce qui va donner le nom 4-éthyle pour ceci, 2-méthyle pour ceci, hex parce qu'on a 6 chaînes carbonées, et ane. Alors, attention, la chaîne carbonée principale est celle qui comporte le plus grand nombre d'atomes de carbone. Elle n'est pas toujours représentée en ligne droite, c'est-à-dire que si j'ai cette molécule ici, je pourrais dire que j'ai 4 atomes de carbone, ça veut dire du butane, et sur le troisième atome de carbone, je serais tenté de rattacher ici un groupe propyle. Donc je pourrais dire ici que c'est du 3-propylbutane, mais non. La règle va être qu'on identifie toujours d'abord la chaîne carbonée la plus longue, même si ça fait des zigzags, et donc ça va donner le nom hexane, sur lequel se rattache à ce moment-là un groupe méthyle sur le troisième carbone de cette chaîne d'hexane. Donc ici, ça serait du 3-méthylhexane. Si maintenant j'ai plusieurs groupes alkyles identiques, alors j'ai ici par exemple 3 groupes méthyles qui sont pour celui-ci sur le deuxième carbone et pour ces deux-là sur le troisième carbone. Alors on va dire que c'est du 2,3,3 triméthylpentane, c'est-à-dire qu'on a 3 groupes méthyles qui sont rattachés sur une chaîne de pentane en position des carbones 2, puis 3, puis 3. Voilà. Que dire encore? On numérote la chaîne carbonée de manière à ce que les groupes caractéristiques puis les ramifications alkyles portent le plus petit numéro.
C'est-à-dire que ah oui, alors oui, là ça serait un petit peu plus complexe à comprendre parce qu'en fait on aurait pu commencer avec le 1 ici et le 6 ici, mais dans ce cas-là on aurait dû écrire donc du 2 éthyl 4 méthyl, même on cherche, mais en fait on va choisir cette écriture là pour que les ramifications alkyles portent le plus petit numéro possible. Voilà. Dans le chaîne. Alors, nommer une molécule avec un groupe caractéristique. Alors, si maintenant j'ai ici une cétone, enfin un groupe caractéristique d'une cétone, le CO qui est donc au milieu de la chaîne carbonée ici, et puis j'ai en plus un groupe méthyle qui vient se mettre sur le troisième carbone. Alors je vais déjà numéroter, déjà identifier la chaîne principale, elle a 5 carbones, donc ça va faire un pain de quelque chose. Euh, on retrouve le groupe caractéristique cétone sur le deuxième carbone et donc le suffixe va nous indiquer de quelle fonction dispose cette chaîne carbonée. Donc ici c'est une fonction cétone, elle est sur le deuxième carbone, donc c'est du pentane 2-on. Sauf qu'on y rajoute ici sur le troisième carbone un groupe méthyle. Donc le nom final, c'est le 3-méthylpent2-on. Voilà. Encore une fois, si on avait écrit la chaîne carbonée dans l'autre sens, on aurait un 1 ici, 2, 3, 4, 5, et du coup, ça ferait du 3-méthylpent5-on. Et en fait, on doit toujours choisir la manière d'écrire qui donne le plus petit numéro sur la fonction principale. Donc, on ne va pas écrire pan5on, on va écrire pan2on. Et donc là, ça va donner le sens de numérotation de la chaîne carbonée. Alors, si c'était par exemple ici, si par exemple ça se terminait non pas en CH3 mais en OH. Alors, on va terminer sur cet exemple. Alors ici, si ça se terminait en OH, on identifierait un groupe qui ne serait plus une cétone, mais il y a le COOH, ça serait un acide carboxylique. On aurait sur cet acide carboxylique une chaîne principale à 4 carbones. 4 c'est butane, donc ça serait de l'acide butanoïque. Et on aurait toujours le 3-méthyl, le groupe 3-méthyl qui se met dessus, donc ça serait de l'acide 3-méthyl butanoïque. Voilà pour encore un exemple de nomenclature, d'assignation d'un nom à une chaîne carbonée, une fois qu'on a reconnu les groupes alkyles et les groupes caractéristiques des familles que sont alcool, aldéhyde, cétone et acide carboxylique. Ça fait beaucoup de choses à retenir par cœur, mais à force de les utiliser, ça finira par rentrer et en terminale, ça va être assez régulièrement utilisé, donc vous aurez l'occasion de réactiver votre mémoire à ce moment-là. Comment identifier une molécule? Alors on utilise une technique qui s'appelle la spectroscopie infrarouge. C'est une technique d'analyse. Alors il y en a d'autres, on commence par celle-ci. Alors elle va avoir une ressemblance avec la spectroscopie UV visible. On rappelle en quelques mots ce que c'était que la spectroscopie UV visible. On fait venir une longueur d'onde sur une cuve qui contient ici donc un liquide à analyser, une solution à analyser, et elle va plus ou moins absorber le rayon qui arrive, qui est caractérisé par une certaine longueur d'onde, et donc on va avoir en fonction de la longueur d'onde une absorbance qui va montrer que si que certaines molécules absorbent plus certaines lumières que d'autres, et donc le spectre va nous permettre
d'identifier les corps ou aussi par les mesures d'absorbance de déterminer la concentration, et c'est pour ça que ça a été plus utilisé. Alors ça, c'était la spectroscopie qu'on appelle UV visible. Là, on a une spectroscopie infrarouge. Alors, point commun, c'est qu'on a aussi en fait un rayon lumineux d'une certaine longueur d'onde qui va traverser, qui va arriver sur un échantillon qui n'est pas obligatoirement liquide, qui peut être aussi solide, et qui va donner lieu au tracé d'un spectre. Alors l'usage, c'est qu'on ne trace pas l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, c'est que pour un spectre infrarouge, on trace la transmittance, donc qui est liée à l'absorbance, qui varie dans le sens opposé. Sa transmittance, c'est le pourcentage de ce qui passe, donc en fonction du nombre d'ondes, alors que l'absorbance avait une définition plus compliquée. Et en fonction du nombre d'ondes, alors le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. En fait, c'est l'équivalent en espace de la fréquence en temps. Puisqu'on avait f égale 1 sur t, t c'était la période temporelle, et la fréquence c'est l'inverse de la période temporelle, et ça s'exprime en seconde moins 1 qu'on appelle aussi Hertz. Eh bien, on peut faire l'analogue pour les longueurs d'onde, c'est-à-dire pour la caractéristique spatiale d'une onde. La caractéristique spatiale d'une onde, c'est la longueur d'onde, et l'inverse de la longueur d'onde, c'est sigma, qu'on appelle le nombre d'ondes. Donc le nombre d'ondes, c'est tout simplement le nombre de longueurs d'onde qu'il y a dans un mètre. C'est-à-dire que si ici, le nombre de motifs que je vais trouver dans un mètre, tout comme la fréquence, alors si je fais une représentation temporelle en secondes, sur un oscillogramme par exemple, c'était le nombre de motifs qu'on avait par seconde. Là, c'est le nombre de longueurs d'onde qu'on peut caser dans un mètre de long, c'est le nombre d'ondes. Alors ce nombre d'ondes s'exprime dans l'usage en centimètres moins 1. Voilà. Alors, pourquoi IR? Pourquoi infrarouge? Eh bien, il se trouve que quand on éclaire en infrarouge des molécules, eh bien, ça va les faire vibrer. C'est d'ailleurs, l'infrarouge, c'est lié au transfert de chaleur. En fait, on chauffe des molécules en les éclairant en infrarouge. Et en fait, pourquoi est-ce que la molécule capte les infrarouges? C'est parce que ça va la faire vibrer, et chaque liaison va vibrer à une longueur d'onde caractéristique. Alors il peut y avoir des vibrations longitudinales, c'est-à-dire qu'en gros, si je représente la liaison comme un ressort qui dirait de masse, eh bien ce ressort peut faire des vibrations comme ça, dans ce sens-là, c'est-à-dire que la molécule, les deux atomes s'éloignent ou se rapprochent. Mais il peut y avoir aussi, quand on a une molécule qui est comme ça, il peut y avoir des vibrations qui font que cette direction-là oscille autour de cet axe-là, comme ceci, avec la molécule qui parfois a un angle plus fermé, parfois a un angle plus ouvert, et qui oscille autour de cette position. Voilà. Donc toutes ces vibrations de molécules vont être caractérisées par des fréquences de vibration particulières que nous, on va caractériser par le nombre d'ondes, qui est bien sûr lié à la fréquence. Alors, identification d'une molécule, quand on trace le spectre infrarouge d'une molécule, donc on trace ici la transmittance en fonction du nombre d'ondes, on va voir apparaître différents creux. Alors pourquoi c'est des creux? Dans le spectre tout à l'heure qu'on avait en absorbance, ça faisait des bosses, mais comme ici on s'intéresse à une transmittance, ça va se retrouver sous forme de creux. Autrement dit, si ça n'absorbe pas, ça transmet tout. On a la bande qui reste, on a la courbe qui reste à 100%. Et si on absorbe, on n'a plus qu'une transmittance plus faible, puisque une partie a été absorbée. Alors par exemple, quand on observe sur un diagramme, sur un spectre infrarouge, cette large bande d'absorption caractéristique, en fait c'est le OH d'un acide carboxylique. Et on va retrouver ces informations dans des tableaux de ce type qui seront toujours donnés. Donc la liaison OH d'un acide carboxylique va être caractérisée par une bande large entre 2005 et 3200 cm-1.
On va retrouver aussi le CO d'un acide carboxylique, parce qu'un acide carboxylique, je vous rappelle que que c'est ce groupement-là. Voilà, donc on a cette double liaison qui va osciller et qui va osciller à cette fréquence, et on a la liaison OH de l'acide carboxylique ici qui va osciller à une autre fréquence, donc un autre nombre d'ondes, et pas de la même façon, la largeur de pic n'est pas la même, mais quand on prend un petit peu l'habitude, on arrive rapidement à associer à un certain type de pic selon sa largeur et sa position à une certaine liaison. Donc quand on a une molécule inconnue, eh bien on va pouvoir finalement, en analysant le spectre, dire bah tiens, là je reconnais un CO d'un acide carboxylique, là je reconnais le OH d'un acide carboxylique, c'est donc un acide carboxylique, et dans la molécule il va y avoir quelque part un COOH. Alors bien sûr, ce sera parfois plus compliqué que ça, mais dans un premier temps, c'est le grand principe qu'il faut avoir compris. Dernier détail, le OH d'un acide carboxylique est différent du OH d'un alcool ou de l'eau par exemple, et la liaison OH d'un alcool ou de l'eau est différente puisque l'environnement n'est pas le même. Dans l'eau, il n'y a pas ce CO qui va avoir une influence sur la vibration de ce OH là, et on va encore distinguer un OH libre d'un OH lié. L'OH libre, c'est quand on est à l'état gazeux, les molécules sont très éloignées, elles ne forment pas de liaison hydrogène les unes avec les autres. Alors on va avoir une bande fine qui nous montre une bande fine comprise entre 3580 et 3650. Par contre, si on est à l'état liquide, il y a des liaisons hydrogènes qui vont avoir une influence sur la liaison OH, et donc on va dans ce cas-là être caractérisé par une bande large entre 3002 et 3004. Voilà pour ce cours, assez complet avec pas mal de choses à retenir, mais les exercices devraient permettre d'assimiler tout ça plus facilement.